On est en climat semi-aride chaud. Les pluies sont concentrées en de rares événements orageux, très violents. Donc ça totalise 300 mm par an. Et puis, les pluies viennent remplir les oueds, qui sont appelés localement rambla. C'est des cours d'eau intermittents qui ne fonctionnent que quelques jours dans l'année. Malgré cela, on a une agriculture intensive qui est basée sur les techniques les plus modernes en termes d'irrigation. Et elle permet à la région d'être une puissance économique importante à partir de l'exportation de produits agricoles. Sur une même parcelle, elles peuvent être cultivées en continu et permettent jusqu'à 3 récoltes par an. Le principal exutoire du bassin versant, c'est la lagune de la mer Mineure. Là, je n'ai pas traduit, c'est laissé en anglais, désolé. Donc c'est le principal exutoire autant pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines. La lagune ne dépasse pas 7 mètres de profondeur, une superficie de 140 km². Les eaux sont plus salées, plus chaudes que dans la Méditerranée, et ça explique en partie que ce soit une zone touristique de premier ordre. Donc on va avoir des vacanciers plus de 6 mois par an. Malgré tout, l'industrie du tourisme est menacée par l'eutrophisation de la lagune. Elle favorise le développement d'algues et la prolifération de méduses. C'est l'agriculture intensive, qui est productrice majeure d'azote et de phosphore, qui est pointée du doigt. Cette agriculture est essentiellement horticole, ça va être des laitues, des melons, des artichauts, mais également des agrumes, citrons et oranges. Depuis les années 40, on constate une très forte augmentation des surfaces cultivées, comme on voit ici sur cette reconstitution, jusqu'à recouvrir, pour l'agriculture irriguée, plus du tiers des surfaces de la région. Donc naturellement, ce développement a supposé une très forte augmentation de la demande en eau depuis les années 40, qui est passée de moins de 10 millions de mètres cubes par an pour toute la zone, à plus de 250 millions de mètres cubes par an. Donc la question naturellement, avec une aussi faible ressource en eau de surface, comment répond-on à cette demande? Historiquement, ce sont les eaux souterraines, dont l'exploitation s'est développée de manière progressive, qui a permis la mise en place de cette économie. On a un système aquifère multicouche à 5 niveaux, qui correspond au remplissage d'un bassin sédimentaire. Donc ici, c'est illustré par la coupe en jaune, au nord-est de la zone. On constate que les différents niveaux sont séparés par d'importants niveaux aquitares, même si la coupe ici en particulier présente la zone où ils sont le moins épais. L'exploitation a débuté au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, dans l'aquifère libre quaternaire. Il est composé de dépôts alluviaux et il recouvre la quasi-intégralité de la zone, sur une épaisseur de 100 mètres environ. Donc cette exploitation a démarré avec des moulins à vent. Et petit à petit, avec l'apparition des forages profonds et tous les développements techniques, l'exploitation atteint l'aquifère pliocène gréseux, en rouge, donc gréseux à calco-gréseux, une puissance de 30 mètres, puis l'aquifère messinien, calco-gréseux, une puissance de 200 mètres, et l'aquifère tortonien, conglomératique, d'une centaine de mètres d'épaisseur. Ces trois niveaux captifs ont une zone de recharge très limitée, qui est restreinte à quelques affleurements dans les zones montagneuses ici. Et il existe donc un cinquième aquifère, carbonaté, légèrement métamorphisé, qui appartient au socle. Il est accessible à l'exploitation dans certaines zones, par ici et par ici. Donc c'est à la faveur de mouvements de Graben et de Horst, et sa zone d'affleurement est limitée à quelques kilomètres également. L'exploitation des eaux souterraines s'est basée sur des initiatives privées. C'est vraiment un cas particulier ici. Il n'y a eu aucune planification, aucune organisation étatique ou locale pour le développement de cette exploitation. Donc elle s'effectue aujourd'hui au travers de plus de 1200 forages, ça fait à peu près un forage par kilomètre carré, et pour la majorité d'entre eux, aucune coupe technique n'est disponible. Donc on n'a pas d'idée sur la construction. On sait malgré tout, en parlant avec les agriculteurs, que la majorité sont entièrement crépinées, donc ils le justifient aisément, et ils veulent obtenir un maximum d'eau pour leur investissement. Et de même, il n'existe que très peu d'informations sur les volumes extraits. Donc l'eau souterraine, c'est la source principale, la source historique. On a une deuxième source principale, c'est le transvasement du Tage au Ségur. Donc il fonctionne depuis le début des années 80, et concrètement apporte de l'eau depuis le centre de l'Espagne, à 500 km plus au nord. Il a été construit afin de restreindre la pression sur les eaux souterraines et de permettre un développement agricole accru dans cette zone semi-aride. Vraiment une initiative centrale cette fois, mais d'apporter de l'eau de manière externe. Un point utile pour la suite, on y reviendra, c'est que ces eaux sont prélevées à proximité d'une centrale nucléaire, donc bassin versant d'origine. On a d'autres sources d'eau qui sont utilisées. Premièrement, la rentabilité des cultures est telle que les agriculteurs sont prêts à investir dans des stations de dessalement privées, donc à osmose inverse, et assumer le coût total de fonctionnement d'installation. Ceci afin de diminuer la salinité des eaux souterraines, qui sont parfois trop salées par rapport à la demande pour les cultures.
On a également de grandes stations de dessalement d'eau de mer qui apportent des volumes importants, et puis les eaux résiduelles retraitées également. Alors, comment font les agriculteurs avec toutes ces sources d'eau? Ils possèdent chacun un grand bassin, qu'ils font construire toujours d'initiative privée, et dans lequel ils mélangent les eaux qui proviennent d'une source ou d'une autre. Et ça va être le coût final de l'eau, la salinité finale de l'eau, qui va guider l'ouverture d'un robinet ou d'un autre. Donc vraiment, on va avoir un signal d'eau d'irrigation, un signal de recharge qui est extrêmement variable. Je disais précédemment, il n'y a pas de contrôle des volumes extraits de l'eau souterraine, mais on peut réaliser une estimation globale à partir des volumes du transvasement du canal, qui sont eux scrupuleusement surveillés. Et on constate que l'eau souterraine soutient entre 30 et 80% de l'irrigation, avec de très grandes et brutales variations des volumes extraits. On peut voir ici d'une année sur l'autre. Donc elles sont liées aux ressources disponibles en amont, et puis au prix de l'eau de transvasement, qui va conditionner également son utilisation ou non. Donc maintenant, j'utilise dans le titre les termes de crime et de pillage. Alors qu'est-ce qui me permet de faire de telles analogies? C'est réellement le taux d'anthropisation du système, à quel point il est marqué par l'activité humaine. Je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, c'est l'aquifère de Trias. Sa surexploitation a entraîné une diminution des niveaux piézométriques moyenne de 15 mètres par an. Donc sur les 30 années de registre, on a 450 mètres de rabattement, et puis un niveau piézométrique qui se situe aujourd'hui à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, qui est à quelques dizaines de kilomètres. Donc je vous laisse imaginer le coût pour un agriculteur qui doit régulièrement faire enlever tout le matériel avec les pompes, faire recreuser son forage parce qu'il se retrouve à sec, et puis le coût d'exploitation, quand on a un niveau piézométrique qui se situe à plus de 600 mètres de profondeur. Donc encore une fois ici, c'est bien la rentabilité des cultures qui va contrôler toutes les actions sur cet aquifère, sans considération environnementale. Les taux de contaminants d'origine agricole, dans les eaux souterraines, atteignent également des niveaux inédits. Donc dans l'aquifère quaternaire, celui qui reçoit tout le retour d'irrigation, on a jusqu'à 600 mg de nitrate. On peut le voir d'un œil optimiste, c'est vrai qu'on n'a plus besoin d'ajouter de fertilisants finalement. Au début des années 80, quand les premières campagnes ont été réalisées, les taux de nitrate se situaient déjà à près de 150 mg par litre, c'est-à-dire près de 3 fois la limite espagnole pour la potabilité. Autre exemple de cette forte anthropisation, les forages multicrépinés. Donc un des principaux risques qui y sont liés, c'est qu'ils agissent comme des drains potentiels pour des mélanges entre les différentes masses d'eau souterraines. En particulier, on va avoir la contamination des nappes supérieures, de la nappe quaternaire, et possiblement transmise aux nappes profondes par ces forages multicrépinés. Et puis d'une manière générale, dans un système aussi dynamique, avec une telle densité d'ouvrages, ces forages multicrépinés compliquent vraiment la tâche de réaliser une simple carte piézométrique ou même le sens à donner à des analyses géochimiques. Quatrième exemple de ces facteurs d'anthropisation, de ces crimes entre guillemets, la désalinisation des eaux souterraines par osmose inverse entraîne des saumures et ces rejets peuvent causer de graves problèmes environnementaux. Leur devenir est majoritairement inconnu. Alors une partie va être rejetée dans les aquifères, une partie dans le lit des cours d'eau temporaires, les fameuses ramblas. Et dans l'une d'entre elles, elles contribuent à l'apparition d'un débit permanent et elles vont terminer leur course dans la lagune de la mer Mineure. Et enfin, les rejets vont avoir lieu possiblement directement dans la lagune. Encore une fois, il n'y a pas de contrôle, pas d'information précise. Pour résumer un petit peu, voici un schéma conceptuel du fonctionnement du système aquifère multicouche. On retrouve les 5 niveaux. On retrouve l'exploitation des eaux souterraines en bleu, qui va toucher tous les niveaux. Les mélanges interaquifères, ici schématisés par ces flèches discontinues rouges, via les forages multicrépinés. La recharge par retour d'irrigation, qui touche uniquement l'aquifère quaternaire. Donc recharge, également rejet de saumure potentiellement. Et puis les décharges souterraines et les drainages sur la lagune. Donc on est dans un système fortement anthropisé, et il devient vraiment complexe de déterminer les causes et effets. Quels sont les pôles caractéristiques de chaque élément. On a réellement un état qui résulte de l'action d'une série de facteurs qui vont avoir joué depuis une centaine d'années et d'une manière très variable. Donc quand on se situe dans un niveau d'anthropisation tel, comment on peut reconstituer l'évolution hydrodynamique et géochimique du système?
première étape, c'est de comprendre dans quel référentiel est-ce qu'il faut analyser le système. Donc, on vient de réaliser une analyse critique des données existantes, la piézométrie, la géochimie. Et puis ici, j'ai utilisé également quelques analyses statistiques un peu originales en hydrogéologie. Ensuite, il convient de caractériser les conditions limites d'un système, autant la recharge que la décharge, et puis de croiser toutes ces approches afin de s'assurer qu'on a des données suffisamment fiables et de comprendre leur représentativité. On va s'intéresser tout d'abord à l'analyse critique des données historiques. Donc voici les données disponibles pour la zone littorale. Pardon. Donc on a les évolutions piézométriques des trois principaux aquifères depuis les années 70, la fin des années 70, donc les premières mesures. Et on peut distinguer deux phases d'évolution récentes, autant pour la nappe supérieure, en bleu, que les nappes profondes, en rouge et en orange. Et ces deux phases vont s'expliquer par l'arrivée des eaux du transvasement. Si on regarde l'aquifère quaternaire, ces eaux se trouvaient localement en dessous du niveau de la mer à la fin des années 70, ce qui permettait une intrusion saline dans les zones littorales. Et en permettant d'augmenter les surfaces d'irriguer, et donc la recharge par retour d'irrigation, les eaux du transvasement ont permis la récupération des niveaux piézométriques jusqu'à atteindre des niveaux inédits. Effectivement, il affleure maintenant dans la zone littorale, il entraîne des problèmes d'inondation des surfaces cultivées, de saturation des sols en eau, donc qui oblige à drainer, et l'apparition d'un débit permanent dans les derniers kilomètres du bassin versant. Pour ce qui est des nappes profondes, les variations piézométriques, eh bien, on voyait des variations saisonnières très marquées ici avant l'arrivée des eaux du canal, d'une quarantaine de mètres d'amplitude au sein d'une année. Et puis maintenant, elles sont fortement estompées grâce au pouvoir tampon, entre guillemets, des eaux du transvasement. De même, les niveaux sont fortement récupérés, d'une trentaine de mètres. Et on est à même de se poser la question du rôle des forages multicrépinés dans cette récupération rapide des niveaux. Est-ce qu'elle n'a pas été favorisée par les échanges verticaux entre les nappes d'eau souterraines? De même, une question subsiste. Est-ce qu'il est possible de se situer à des côtes aussi négatives en conditions naturelles? Est-ce qu'on peut avoir des niveaux à moins 80 mètres sous le niveau de la mer, à proximité immédiate de la mer? Donc, est-ce que les niveaux sont-ils passés par d'autres étapes importantes pour la compréhension de l'évolution du système? Pour comprendre l'histoire ancienne, je suis allé chercher dans les archives municipales et les premiers rapports de l'Institut géologique espagnol. Il a été possible de reconstituer une partie de cette évolution. On découvre tout d'abord que le système était caractérisé par un important artésianisme au début du XXe siècle. Donc au début des suivis piézométriques, à la fin des années 70, les valeurs qu'on mesurait correspondaient déjà à 100 mètres, une centaine de mètres de modification des niveaux. Et en plus, si on relie les codes piézométriques du début de l'époque des forages et celles au début des mesures piézométriques, on constate une inversion complète des gradients hydrauliques verticaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les échanges au sein des forages multicrépinés vont avoir lieu depuis la nappe quaternaire, qui est plus en charge que les nappes profondes, mais il y a une centaine d'années, c'était l'inverse. Donc les premiers forages multicrépinés qui se sont créés entraînaient un mélange potentiel dans l'autre sens. Donc on est dans un contexte où on peut réellement se demander quel est le crédit à donner à des analyses hydrogéochimiques. Alors justement, les données géochimiques, il y a 40 années de prélèvement qui composent une base de données de plus de 2000 analyses sur plus de 500 forages. Mais en l'absence de coupes techniques et de données précises, il est très difficile de savoir précisément le ou les aquifères qui sont captés par les forages. Encore une fois, ils appartiennent tous aux agriculteurs. Donc une révision complète des caractéristiques des forages, comprenant des révisions de terrain, a permis d'en sélectionner 154 sur les 500 comme représentatifs d'un seul aquifère. On constate tout d'abord que les trois nappes principales, le quaternaire, ici en gris, Pliocène en rouge et Messinier en jaune, montrent un même faciès chimique. Donc on n'a pas réellement une information limitée sur les processus de mélange, évolution des processus de recharge également. Et quand on regarde avec des analyses plus poussées, avec des analyses de composantes principales, des analyses cluster, on n'a pas d'indication de variation spatio-temporelle. Donc là, sachant qu'on a 334 forages en plus, pour lesquels on a une construction totalement inconnue, peut-être que la clé pour comprendre le fonctionnement du système se situe dans les analyses qui proviennent de ces forages-là. Peut-on déterminer l'origine d'échantillons pour lesquels on n'a pas la géométrie du forage?
Une méthode, c'est la classification supervisée. Donc ça utilise des échantillons d'entraînement pour définir les caractéristiques communes de chaque catégorie, qu'on appelle règles de décision. Ces règles de décision permettent ensuite de prédire la catégorie d'appartenance d'un nouvel échantillon. Donc d'un nouvel échantillon d'eau, prédire l'aquifère d'origine. Et si on utilise les données géochimiques des 154 forages connus, et si on considère les variables géochimiques majeures, les plus souvent analysées, on obtient cet arbre de classification, avec une série de critères géochimiques pour définir l'appartenance à un aquifère ou à un autre. Donc pour avoir une vision globale de ces résultats, on peut illustrer les résultats de la validation du modèle dans ce tableau. Les lignes indiquent le résultat attendu et les colonnes indiquent le résultat du modèle. Dans l'idéal, les résultats devraient tous s'aligner sur la diagonale, mais on constate que ce n'est pas le cas partout. En particulier, le cas du Pliocène, où l'erreur d'omission, ici de 100%, représente le pourcentage d'échantillons qui n'ont pas été classés dans la bonne catégorie, elle est maximale. Pardon. Donc ce modèle n'est pas en mesure d'identifier aucun échantillon de l'aquifère. Pourtant, on a une fiabilité à 88%, ce qui reste élevé, mais ce qui n'est pas suffisant ici, étant donné les problématiques qu'on a. Donc qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est la sensibilité du modèle aux données d'entrée. On parle de surcalibration. C'est-à-dire que selon les données d'entraînement qu'on va utiliser, si on enlève une, on en ajoute une, on va potentiellement avoir un arbre différent. De même, si on considère 8 variables ou 7 variables, on peut avoir des arbres différents. Donc, face à cette limitation des arbres de classification, je me suis dirigé vers un spécialiste en télédétection afin de tester une méthode couramment utilisée en télédétection, mais aussi en biologie et en médecine, mais encore jamais en hydrogéologie. Donc, il s'agit de la méthode de classification Random Forest, une méthode d'apprentissage automatique. Elle est basée sur l'utilisation d'un grand nombre d'arbres de décision dont les échantillons d'entraînement sont choisis au hasard, pour enlever tout ce risque de surcalibration du modèle. Il est possible également de déterminer les variables et les échantillons qui vont apporter le moins au modèle, et pire, qui pourraient entraîner du bruit. Donc je passe rapidement sur les étapes et les itérations successives qui permettent de sélectionner les échantillons et les variables, et pour vous présenter le modèle de classification final. Ici, la fiabilité est passée de 88% à 94% par rapport au modèle initial. Et surtout, le changement le plus remarquable, c'est l'amélioration des résultats pour l'aquifère Pliocène. Tandis que les autres présentent d'excellents résultats, on a des erreurs d'omission qui sont inférieures à 7%. Donc en télédétection, on pourra considérer que c'est un modèle correct, satisfaisant. Concrètement, par rapport à notre problématique, tous ces échantillons dont on aimerait déterminer l'origine, eh ben, on arrive effectivement à établir l'aquifère d'origine pour 47 forages, qui représentent 107 échantillons additionnels pour l'analyse de l'évolution du système. Donc, par manque de temps aujourd'hui, je ne détaillerai pas l'interprétation qui peut en être faite. Et après vous avoir présenté certaines de ces méthodes qui permettent d'exploiter les données existantes, en tant que piézométrie que géochimie, je vais vous présenter l'estimation quantitative de l'évolution de la recharge. On se situe ici clairement en régime transitoire. On avait une zone désertique au début du siècle, et aujourd'hui, irrigation intensive. Donc il est fondamental de déterminer l'évolution de cette condition limite, la recharge. Pour ce faire, j'ai appliqué différents traceurs géochimiques et isotopiques. Donc c'est des traceurs courants. Les isotopes stables de l'eau pour les conditions de recharge, le tritium et le radiocarbone pour les traceurs de temps. Mais lorsqu'on les considère avec une vision globale du système, on va voir qu'ils nous permettent d'avancer réellement dans sa compréhension. Tout d'abord, un mot rapide sur les phénomènes de mélange. Alors ici, on a les forages du quaternaire qui sont indiqués par des losanges bleus, ceux du Pliocène avec des carrés rouges, et le messinien avec des triangles jaunes. On a également des forages qui sont indiqués dans la légende Q plus P. Donc c'est des forages entièrement crépinés le long du quaternaire et du Pliocène, et donc indiqués ici avec des croix grises. Le figuré sera conservé par la suite pour les diapositives suivantes. On constate ici tout d'abord la grande variabilité des eaux de l'aquifère quaternaire, et le fait que les forages Q plus P vont délivrer des eaux qui sont globalement intermédiaires entre les deux nappes, quaternaire et Pliocène. Mais dans le cas de certains échantillons nattes captives, qui sont issus de forages que je considère comme irréprochables, de par la révision que j'ai faite sur le terrain et par les données disponibles, et bien pour certains d'entre eux, on observe tout de même des valeurs considérables en nitrate et en tritium.
qu'on a nécessairement eu une contamination qui a atteint la nappe captive depuis la nappe supérieure, qui a été induite par des forages à proximité. Donc on parlera de mélange entre nappes d'eau souterraines à échelle régionale. Un deuxième type de mélange, causé par les forages entièrement crépinés, les forages Q plus P, est bien illustré par les forages 25 et 26. Ils sont de construction identique, là il y a la coupe de forage détaillée, et ils sont situés à quelques centaines de mètres. Néanmoins, on va avoir des échantillons qui ont été prélevés avec des concentrations très différentes, autant en tritium qu'en nitrate. Alors ici, on a le forage 25 à gauche, 26 à droite, et on constate dans le forage 25 effectivement une signature géochimique qui est beaucoup plus proche du pôle Pliocène que du pôle quaternaire. Et l'inverse pour l'autre. Donc on met ici réellement en évidence les phénomènes de mélange qui ont lieu au sein des forages durant le pompage. Donc ça nous permet de créer une deuxième catégorie de mélange, qui serait la mélange local, par opposition au mélange régional présenté précédemment. Alors si on s'intéresse aux conditions de recharge, les isotopes stables de l'eau nous indiquent un seuil très net entre les valeurs observées pour les nappes captives et pour les nappes quaternaires. Donc avec ici le deutérium en nappe 6 et l'oxygène 18 en ordonnée. Ce seuil très net va nous indiquer des conditions de recharge distinctes. Donc effectivement, on va ici avoir également un effet d'évaporation, mais même si on essaie de le compenser, on se situe dans des gammes réellement différentes. Donc deux explications pourraient être proposées à ce seuil entre les deux types de nappes. Soit un effet d'altitude, donc ici c'est une coupe topographique, étant donné que les zones de recharge des niveaux captifs sont en altitude de 4 ou 500 mètres au-dessus de celle de l'aquifère quaternaire, donc ça pourrait expliquer effectivement de telles différences potentiellement. Mais on pourrait également avoir un effet lié à des variations climatiques, ce qui supposerait un âge de l'eau nettement différent. Donc effectivement, la datation des eaux apporte des précieuses indications à ce sujet. Le tritium, de par de fortes activités qui ont été mesurées dans le canal, jusqu'à 80 unités de tritium, on va avoir du mal à l'utiliser comme pour une approche quantitative de la datation. Ces fortes valeurs sont liées à la présence d'une centrale nucléaire, comme je l'indiquais précédemment. Et puis surtout, étant donné que les agriculteurs utilisent des quantités variables, des proportions variables d'eau du transvasement dans les eaux de recharge, on va avoir un signal de recharge extrêmement variable, et donc réellement difficulté pour une approche quantitative directe. J'en parlerai pas ici par manque de temps, mais on peut essayer de reconstituer le signal d'entrée, et ça permet des avancées intéressantes dans le domaine. Donc, le carbone 14, il a une résolution théoriquement limitée à une gamme de 500 ou 1000 jusqu'à 35 000 ans dans les eaux souterraines, mais c'est lui qui a été sélectionné comme traceur de temps pour toute la gamme. Donc ici, on a le carbone 14 en aptisse et le carbone 13 en ordonnée. Et pour une majorité de points, mettent en évidence l'effet de la décroissance radioactive cumulée aux interactions aux roches. Là, un cas d'étude, un cas comme dans les livres. On a quand même quelques points qui s'en échappent. Les échantillons qui ont été caractérisés précédemment comme issus de mélanges à échelle régionale, tel que le numéro 10. Et puis, particulièrement intéressant, ceux qui sont identifiés ici avec un cercle orange. Dans leur cas, il n'est pas possible de calculer un temps de résidence moyen, à moins de considérer une activité initiale en radiocarbone qui serait supérieure à 100% de carbone moderne. Ça nous indique qu'on a des échantillons modernes. Une fois déterminés les temps de résidence moyens, on peut étudier l'évolution des conditions de recharge. On a ici de l'oxygène 18 et les temps de résidence moyens. Ce qu'on voit, c'est une évolution globale qui va vers un enrichissement en isotopes stables au cours des 40 000 dernières années, sans influence notable du dernier maximum glaciaire. C'est un certain nombre d'études locales dans cette partie de la Méditerranée ont observé des tendances similaires. Et surtout, une telle continuité dans le processus de recharge nous autorise à calculer des taux de recharge moyens à partir de nos traceurs de temps. Pour les calculer, on va utiliser des modèles d'écoulement de type piston flow pour les nappes captives et exponentiel pour la nappe libre. Et on obtient pour la période pré-anthropisation, c'est-à-dire avant le début de l'irrigation intensive, des taux de recharge de 20 mm par an dans les zones montagneuses et de l'ordre de 10 mm par an dans la plaine. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'irrigation s'est mise en route? Eh bien, on constate que les taux de recharge sont accrus de presque 2 ordres de grandeur, en atteignant près de, et même plus, de 200 mm par an,
retour d'irrigation plus pluie cumulée dans l'aquifère quaternaire. Donc maintenant que l'évolution globale du système a pu être caractérisée, pour la première partie, et que l'évolution des taux de recharge sur l'impact de l'activité humaine a été quantifiée, eh bien, il est d'autant plus important d'étudier la seconde condition limite de cet hydrosystème, ça va être la décharge d'eau sous-marine souterraine, puis le drainage. On va utiliser le radon et le radium. Donc, ils sont utilisés de chaînes de désintégration d'uranium et du thorium, et sont naturellement enrichis dans les eaux souterraines par rapport aux eaux de surface. Donc on peut utiliser certains de leurs isotopes comme traceurs de décharge sous-marine d'eau souterraine. On va faire un bilan de masse avec les différentes entrées, décharges d'eau sous-marine souterraine, les rivières, production in situ et production par les sédiments. On va prendre en compte les échanges avec l'eau de mer. Et puis les sorties principales vont être la décroissance radioactive et le dégazage atmosphérique, dans le cas du radon. Je disais, dans la majorité des cas, les eaux souterraines sont la principale source de radon et de radium. Mais potentiellement, pas ici. C'est-à-dire que dans le cas particulier de la mer Mineure et du campo de Cartagena, les apports des rivières peuvent également être d'importants pourvoyeurs de radon et de radium, étant donné qu'on va avoir des rejets de saumure, de dessalement d'eau souterraine potentiellement, et puis un drainage des eaux souterraines du Quaternaire, qu'on connaît déjà. D'autre part, il faut ajouter un élément au bilan ici, c'est les apports additionnels de saumure le long du littoral par les émissaires non documentés supposés. On parle de décharges sous-marines d'eau souterraine. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi sont-elles composées? Effectivement, on a deux composantes. La première indique l'arrivée d'un volume d'eau additionnel par décharge de l'aquifère. Donc c'est ce qu'on va appeler les SFGD, pour reprendre l'acronyme anglais. Et la seconde correspond à des recirculations d'eau salée au sein des sédiments. Donc ça va contribuer au bilan de radon et de radium, étant donné que ces eaux vont se charger dans les sédiments, puis ressortir immédiatement, mais ça ne va pas modifier le bilan hydrique. Donc on va parler de RSGD. Et les décharges d'eau sous-marine globales, le total, c'est SGD. Une expérience durant 24 heures, au même endroit, nous indique que les recirculations qui sont causées par les cycles des marées vont expliquer 40% de la variance en radon et en radium. Donc des recirculations, on est dans le pôle RSGD. Qu'en est-il des apports de surface? On a vu que potentiellement, dans ce cas particulier, ils allaient jouer un rôle important. Alors effectivement, l'unique cours d'eau permanent, c'est la Rambla del Albujon, qui apporte 300 litres par seconde à la lagune. Durant les périodes pluvieuses, on a effectivement des apports bien plus forts, qui vont durer un jour ou deux, puis elle va retrouver son niveau de base. Son exutoire est appelé R1, et il est indiqué en bleu sur le schéma ici, avec une image de cet exutoire. Pour ce qui est de RE2 et R3, c'est les deux principaux émissaires sauvages, entre guillemets, dans le lit du cours d'eau, qu'on voit, mais pour lesquels personne n'a d'explication d'où ils proviennent, qu'est-ce que c'est. Ce qu'on mesure, c'est que R3 contribue à plus du tiers du début à l'exutoire en R1. Donc on va avoir un contrôle important, va être une partie importante de l'explication de ce débit permanent dans cette Rambla, en plus du drainage des eaux souterraines. Alors je reprends le même figuré ici, dans les graphiques de droite, en ajoutant les carrés noirs qui correspondent à l'aquifère quaternaire et blanc à l'aquifère pliocène. Donc on a le bleu qui correspond à l'exutoire R1 et le rouge qui va correspondre à R3, un des apports de saumure principaux. En R1, on constate que la conductivité électrique varie entre 11 et 17 millisiemens par centimètre. Donc on est dans une gamme de valeurs qui dépasse celle des eaux souterraines, qui est elle-même assez élevée. On va atteindre 12 millisiemens par centimètre environ. On est bien au-dessus dans cet exutoire. Et pour ce qui est de R3, le principal apport d'eau pour R1 en termes de débit, autant la conductivité électrique qui est au-dessus de 20 millisiemens par centimètre, que le contenu en radon qui se situe dans les gammes des eaux souterraines, et la température qui se situe également dans la gamme relativement stable des eaux souterraines, sans de variation importante durant l'année. Ces trois éléments nous indiquent qu'on a bien affaire à des saumures de désalinisation par osmose inverse. Ce rejet non connu a pour grande partie pour provenance des eaux de désalinisation. Si on regarde plus en détail, avec même la signature en isotope stable de l'eau, on voit que ces saumures proviennent, du moins en partie, de l'aquifère pliocène. Donc pas seulement du quaternaire. Donc l'exutoire de la Rambla del Albujon, c'est R1, est donc sous contrôle direct des saumures de désalinisation,
tandis qu'on a un bruit de fond géochimique qui va être lié au drainage de l'aquifère quaternaire. En plus des deux expériences antérieures, qui nous ont démontré l'effet de recirculation saline à l'interface des sédiments et le contrôle par les saumures de la composition des eaux de surface qui se déchargent dans la mer mineure, 3 campagnes de prélèvement ont lieu dans la lagune en 2010, 2011 et 2012. Donc là, je vous indique les résultats que pour 2010 et que pour le radon, mais on retrouve toujours la même tendance. C'est-à-dire qu'on a un excès en radon et en radium qui est généralisé dans la lagune, c'est-à-dire qu'on a bien des apports. Et dans 3 zones, cet excès est encore plus notable. Dans une bande d'une dizaine de kilomètres de large, ici autour de la décharge, ici c'est la sortie de la Rambla Albujon, on va avoir donc une dizaine de kilomètres de large avec des valeurs élevées. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que ces activités élevées qui sont autour de la Rambla ne pourraient pas justement provenir des décharges de la Rambla elle-même dans la lagune et ne pas être en train de nous donner d'indications sur les décharges d'eau sous-marine? Pour répondre à cette question, on a collaboré avec une équipe spécialiste de la modélisation hydrodynamique de la lagune en simulant la propagation de la décharge de la Rambla, située ici, dans les 6 jours qui précèdent chaque campagne en mer. On constate que les zones de forte activité autour de la Rambla, ici, elles se situent sur la trajectoire du panache au cours des 6 derniers jours. Si on applique l'effet de 6 jours, c'est-à-dire une demi-vie et demie, aux extrémités du panache, de la Rambla, eh bien finalement, les valeurs mesurées pourraient être simplement expliquées par les apports de la Rambla. Mais il y a 2 zones, les zones au sud et au nord, qui sont plus compliquées à déterminer. Étant donné qu'elles n'ont pas été atteintes par le panache de la Rambla au cours des 6 derniers jours, on ne peut pas expliquer les valeurs par un apport de la Rambla, à moins qu'il y ait eu un hypothétique panache antérieur aux 6 jours qui ont été modélisés, qui a apporté des valeurs très élevées de radioéléments par ici. Donc l'activité nécessaire pour justifier de telles valeurs, si on avait eu un apport de la Rambla antérieur à ces 6 jours de modélisation, finalement c'est 90 becquerels par mètre cube qui sont nécessités, et c'est bien supérieur à celle qu'on observe en sortie de Rambla. Donc ces 2 zones ne correspondent pas à des apports du panache. Alors comment peut-on les expliquer? Qu'est-ce que ça nous indique? Au sud, les hautes activités ont été mesurées durant chacune des 3 campagnes. Donc ici, on a 2010, 2011 et 2012, donc les points 2, 4 et 5. Et elles s'étalent sur une zone de plusieurs kilomètres de large. Donc du fait qu'on les a observées de manière répétitive, au même endroit, qu'elles sont larges, elles pourraient indiquer des zones préférentielles de décharge sous-marine naturelle. Pour ce qui est du nord, des fortes activités au nord, eh bien, finalement, elles n'ont pas été mesurées en 2012. Et elles sont très étroites, ça correspond finalement à 1 point, globalement. Donc ça amène à pencher plutôt pour des émissaires sous-marins de saumure, qu'on aurait pu identifier ici. Heureusement, ils auraient un impact limité sur le bilan de la lagune, comparé aux apports de la Rambla. On peut le constater immédiatement. Donc le bilan des différents traceurs nous donne des estimations de flux totaux de SGD qui se situent nettement au-delà des estimations préalables. Et se situent même au-delà des volumes totaux qui sont appliqués pour l'irrigation. C'est-à-dire qu'on a une surestimation des décharges d'eau fraîche, des FSGD, d'eau douce. Et en fait, c'est lié au fait que ce qu'on quantifie ici, c'est les 2 parts de la décharge. Autant la part d'eau douce, d'eau fraîche, et puis la part recirculée. Donc la part des eaux recirculées est fondamentale dans le bilan, ici. Donc ça va prendre en compte. C'est le dernier élément de l'analyse donnée que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je crois qu'on approche du temps, là. Je vais faire rapidement pour conclure. Donc une analyse critique des données existantes a permis de caractériser l'évolution à long terme de l'hydrosystème, en mettant en évidence son régime transitoire et dans quel état on se situe aujourd'hui. L'application de méthodes statistiques inédites en hydrogéologie a permis d'optimiser les bases de données géochimiques en identifiant pour plus de 100 échantillons l'aquifère d'origine. L'utilisation des traceurs géochimiques au sein des nappes a permis d'identifier 2 processus de mélange, qui sont induits par les forages multicrépinés. L'application du radiocarbone, originale, parce qu'elle a permis de dater autant les eaux modernes que les eaux anciennes, permet de quantifier l'évolution de la recharge suite à la mise en irrigation de ces terres désertiques. Et pour ce qui est de la décharge, tout d'abord, l'impact des rejets sauvages de saumure sur les apports de surface à la mer mineure a pu être caractérisé. On en sait plus maintenant sur ces apports sauvages. Et puis le couplage avec la modélisation hydrodynamique permet de localiser une zone principale de SGD, ainsi qu'un apport sauvage qui arrive directement dans la lagune.
Une première quantification des SGT a été réalisée, mais elle a surtout permis de mettre en évidence le rôle de la recirculation saline dans la SGD totale. Toutes ces méthodes avaient pour objectif de se compléter, pas de se remplacer, et même si on reste dans une précision relative, ces résultats représentent des avancées notables dans la compréhension de ce système complexe. Chaque méthode a ses défauts. Il est important de maîtriser bien les conditions de son application, savoir quelles sont ou quelles pourraient être ses limites dans un cas particulier, dans un cas nouveau comme ici. Et donc en particulier lorsqu'on s'attaque à des régimes transitoires, pas seulement dans le cas du campo de Cartagena, mais aussi de manière plus générale. Et puis certaines questions qui sont en général pas considérées dans une étude hydrogéochimique ont été poussées également, notamment pour ce qui est de la représentativité des données. Pour améliorer les résultats ici, donc notamment en suivant les pistes, série de pistes, pour ce qui est de l'identification des échantillons d'eau souterraine, les modèles d'apprentissage automatique étaient basés sur des forages qui captaient un seul aquifère. Si on ajoutait de nouvelles catégories qui correspondraient aux différents types de mélanges, on pourrait gagner en précision et pourquoi pas proposer une interprétation en termes d'évolution temporelle. Pour la décharge d'eau sous-marine, c'est la définition des pôles géochimiques qui correspond aux deux types de SGD, donc les FSGD, décharge d'eau douce, et RSGD, recirculation d'eau saline, qui permettrait de définir plus précisément la contribution de chacune d'entre elles et permettrait d'améliorer cette partie du bilan hydrique de l'aquifère quaternaire. L'intégration des variations du signal de recharge, on a vu qu'il était extrêmement variable, notamment pour le tritium, ça pourrait permettre une quantification encore plus précise de l'évolution des taux de recharge, en améliorant autant le tritium que le radiocarbone. Et à tout moment, je crois, une des leçons à tirer de ce type de zone d'étude, c'est que l'interprétation de nouvelles données géochimiques ou hydrodynamiques doit se baser sur une compréhension globale du système. Parce que là, on n'est pas à l'abri de trouver des éléments qui nous indiqueraient que l'état de mélange du système est encore plus compliqué que celui qu'on a pu mettre en évidence. Dernière considération, en termes de gestion pour l'aquifère du Campo de Cartagena. Je ne suis pas un spécialiste de gestion des eaux souterraines, mais il y a quand même des considérations importantes, je crois. Donc on a vu en détail dans cette présentation que les eaux du transvasement sont complètement décorrélées des eaux souterraines en termes de gestion. Il n'y a même pas de gestion pour ce qui est des eaux souterraines. Donc le mélange est réalisé au coup par coup par les agriculteurs et sans aucun contrôle, aucune planification. Pourtant, c'est bien le couplage du système souterrain avec les ressources externes qui permettrait une gestion centralisée des ressources en eau. Par exemple, lorsque les eaux du transvasement sont en excès par rapport à la demande, ou tout simplement trop chères, on a d'importants volumes qui ne sont pas utilisés. Les agriculteurs vont plutôt se rabattre sur d'autres types d'eau. Et pourtant, si on le favorisait, on pourrait permettre une recherche artificielle des nappes avec toute cette eau, cette précieuse ressource, et permettre une stabilisation des niveaux. L'infrastructure de stockage et de distribution existe déjà. Le stockage, ça va être les aquifères. La distribution, c'est tout le réseau de distribution extrêmement contrôlé des eaux du transvasement. Donc les limitations sont ici plus politiques que techniques. À l'avenir, c'est donc, parce qu'il y a un avenir, on n'est pas dans un cas critique, on peut quand même avoir de l'espoir, il faudrait élaborer des stratégies de gestion à long terme, avec différentes possibilités envisagées, qui intégreraient les différentes sources d'eau. Quoi qu'il en soit, le premier pas, c'est de développer un modèle numérique du flux souterrain. Donc on est en cours de développement pour ce modèle, et les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui lui servent de base. Je tenais à remercier les 3 étudiants de maîtrise que j'ai eu le plaisir d'encadrer durant ces projets, Minerva, Emilio et Yasmine, et puis toutes les équipes avec lesquelles j'ai collaboré pour la réalisation de ces travaux de recherche. Sans oublier Myriam Ferlat, coordinatrice du groupe de recherche interuniversitaire sur les eaux souterraines, pour cette opportunité de présenter mes travaux. Merci à tous. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez soit lever la main en utilisant le petit bonhomme en haut de votre écran et n'oubliez pas d'activer votre micro pour ce faire. Ou dans la salle ici, est-ce qu'il y a des questions? Qui m'ont entendu. J'ai pas désactivé mon micro, je sais pas si tu l'as fait. Des questions?
questions? Non, il y a peut-être une question. Une question, est-ce que j'ai travaillé avec le gouvernement ou pas? Plus ou moins, c'est-à-dire que le gouvernement là-bas n'a aucune prise, aucun pouvoir. On dit qu'on vient de la part du De la part du gouvernement, on essaie d'obtenir un échantillon d'eau souterraine. On est sûr que les portes vont se fermer. j'ai J'ai déjà déjà vu un bout de carabine. vu Vraiment, il faut, on marche sur des œufs, et là, il faut plutôt. Moi, je jouais vraiment on spine, le français, accentuer mon accent, pour obtenir des échantillons, pour essayer de pouvoir travailler. Question. Alors, l'âge le plus faible que j'ai pu obtenir avec le carbone 14, en fait, c'est quand on arrive sur des eaux, on a des temps de résidence qui sont seulement justifiables par des activités modernes. Là, en fait, on se situe dans une précision relative, hein, on est de l'ordre de plus ou moins 30 ans environ. Donc c'est ça, on est dans une gamme, dans la gamme moderne, on va se situer entre 0 ou presque, des eaux vraiment extrêmement récentes, et puis des eaux qui vont avoir, quand on prend des modèles exponentiels de mélange, qui vont avoir à peu près 200 ans. Là, on est hors des eaux modernes, par contre. Et c'est une précision réellement relative pour le moment. Là, un des travaux qui sont faits, c'est d'intégrer la variabilité du signal d'entrée, le pic thermonucléaire, pour réellement dater précisément avec le carbone 14 des eaux modernes. Donc, là, une question par rapport aux mesures de piézométrie. Donc, à part les mesures existantes, comment est-ce que j'ai obtenu des mesures durant cette étude et comment et qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai installé des mesures continues? J'ai essentiellement utilisé les chroniques existantes. Je me suis basé réellement sur des points de référence. J'essaie d'aller répéter pour voir ce qu'il en était aujourd'hui, ces évolutions anciennes. Euh, C'est très difficile de définir un réseau de mesures de piézométrie parce que les forages sont équipés, il n'y a pas la place. Il m'est arrivé une fois de installer des sondes, une fois à 300 mètres de diamètre, pour pouvoir le remonter. Donc, c'est très difficile d'avoir une piézométrie. C'est vraiment quelques points de référence. Excuse-moi, est-ce que tu as encore ton micro ouvert? Je ne l'ai pas coupé. Il faut que tu parles plus fort, on t'entend pas bien. Je me suis basé sur des points de référence, une compréhension globale du système, de ce qui aujourd'hui par rapport à cette évolution. Et puis, quelques points par chose, installer faire des mesures régulières et avoir une idée de la fluctuation annuelle. Donc, on se situe finalement dans des gammes qui sont pas très éloignées des chroniques existantes. Donc, pas de grosses. Un modèle. Absolument. Le modèle aura besoin d'être calibré à partir du même piézo. Là, l'espoir, c'est que l'année dernière, s'est terminée une série de forages de la part du gouvernement qui n'ont pas été nettoyés, pas été développés. On peut avoir accès à des mesures piézométriques, il ne faut pas prélever l'échantillon pour le moment. Effectivement, on a quelques points éparses par aquifère. On va avoir tous les mois 5 ou 6 valeurs qui vont être variables dans l'espace, qui ne vont pas être au même endroit. Tu parles direct, il faut que tu diriges ta voix vers le micro. Et donc, effectivement, ça va être une des difficultés d'obtenir les données piézométriques pour caler précisément ce modèle. Ouais. On a des mesures orientatives, mais il faudra. L'aquifère quaternaire, oui. Là, on a des mesures. Donc, c'est intéressant. On reçoit le retour d'irrigation, il est peu pompé. Donc là, on a de quoi calibrer notre charge plus facilement. Bon, il n'y a pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser une question dans la salle? Bon. À ce moment-là, je vais annoncer la clôture de la conférence.
Aussi, merci beaucoup à Paul d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Et je peux faire l'annonce déjà pour la prochaine conférence. Ça va être le 25 novembre. On reçoit, en collaboration avec l'Ordre des géologues, c'est le Current McElhinney Lecturer, John Johnson, cette année, qui va être présenté le 25 novembre, c'est un lundi. Je vais vous faire parvenir les détails des informations par courriel. Et sa conférence va porter sur, en fait, ça va être en anglais, donc Keeping the Pump Primed, Aquifers Sustainability. Donc, c'est une conférence qui fait le tour du monde en ce moment et qui va passer apparemment par Montréal. Et nous sommes contents de pouvoir le recevoir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été parmi nous. Et si jamais vous avez des commentaires pour améliorer les présentations, le son, etc., n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci, bonjour.